Bonjour Elsa Fresnay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, grand reporter pour Les Échos. Comment le président Macron est-il soucieux de passer le cap des motions de censure? Ça, effectivement, c'est la question que se pose aujourd'hui Les Échos, évidemment. Je voudrais vous faire écouter, comme promis, le son d'Aurélien Pradié, frondeur de LR, qui le dit: je voterai la motion de censure. Écoutez. J'ai pris du temps pour y penser, pas le faire à la légère. Et oui, je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement national, c'est une évidence. Pour le reste, je m'adresse ce matin à vous, pas en opposant politique à Emmanuel Macron. J'ai pris cette décision en patriote. En patriote qui ne supporte plus de voir le spectacle d'affaiblissement démocratique, qui pense que la vraie responsabilité, c'est de sortir de ce chaos et que pour en sortir, il faut voter la motion de censure. Alors voilà, Aurélien Pradié qui confirme, mais alors sans aucune hésitation, le fait qu'il votera cette motion de censure pour empêcher le texte d'être adopté et pour faire tomber le gouvernement. Oui, alors je dois dire que toutes les rédactions ont fait des calculs dans tous les sens et on arrive à la conclusion que la motion de censure ne devrait pas être adoptée. Cela dit, nous allons quand même de surprise en surprise depuis le début de l'examen de ce texte sur l'état des députés LR. C'est-à-dire qu'il faut se remettre quand même en janvier, quand Elisabeth Borne et Éric Ciotti annoncent un accord sur la réforme des retraites. On s'est dit, c'est verrouillé, les syndicats n'ont plus qu'à faire un baroud d'honneur, etc. Et on arrive à un 49-3, puisque le gouvernement n'arrive pas à savoir si les députés LR qui lui disent on s'abstiendra ne vont pas voter contre. Comme le dit un ministre au cœur de ces comptages avant le 49-3, on risquait de se mettre dans la main de gens qui nous ont menti depuis 2 mois et qui ne nous aiment pas. C'est comme ça que ce ministre a justifié le 49-3. Donc, d'où quand même une incertitude qui plane sur cet après-midi, même si, je le répète, toutes les rédactions, on a fait des comptages dans tous les sens et on s'est dit que la motion devrait être rejetée. Alors, il faudrait combien de députés LR qui votent la motion de censure, Julien, pour qu'elle soit adoptée? Entre 25 et 30, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Là, dans les décomptes dont parlait Elsa, moi aussi je les ai fait avec le service politique, on en est en 9 députés LR qui ce matin, donc avec Aurélien Pradié, disent clairement on votera pour la motion de censure Liot. Après, il y a 16 incertains, donc vous additionnez, vous êtes à 16, 9, 25, et il en faudrait 30 pour que ça soit adopté. Mais intéressant, ce matin, Aurélien Pradié dit oui pour Liot, non pour le RN. Maxime Minot, au même moment député LR, oui pour Liot, oui pour le RN. En disant par cohérence, il votera les deux. Il votera les deux motions. Donc en quoi est-ce intéressant de souligner ça? C'est intéressant de voir que les fameuses frontières où certains, avec des pudeurs de gazelle, pour reprendre un peu une expression, c'est ce que fait Aurélien Pradié en disant non, moi le RN, je ne vote pas, je ne vais pas jusque-là. Maxime Minot dit ce matin, moi par cohérence, et ce que m'ont dit mes électeurs ce week-end en circonscription, eh bien je voterai les deux. Il faut arrêter de se mettre ici ou là des bornes et des contraintes. Intéressant sur LR, comment après le parti va pouvoir se mobiliser toujours en perspective 2027, parce que c'est ça qu'ils ont derrière aussi la tête. Alors, vous voyez à l'image, un des blocages du jour, c'est à Saint-Nazaire. C'est un blocage organisé à un rond-point, évidemment, pour manifester, pour faire pression sur le gouvernement pour que la réforme des retraites soit retirée, quoi qu'il se passe ce soir. À l'Assemblée, donc, motion de censure. Si elle est adoptée, le texte de la réforme des retraites tombe. Et Elisabeth Borne doit présenter sa démission. Oui, ça c'est ce que la Constitution prévoit. L'article 50 de la Constitution, en cas d'adoption d'une motion de censure, le gouvernement doit, et la Première ministre en l'occurrence, doit présenter sa démission. Est-ce que vous me permettez de rajouter un mot à ce que vient de dire Julien Arnaud? Patriotisme, dit Aurélien Pradié, mais il y a aussi la tactique assez maligne, je trouve, du Rassemblement national, qui a prévenu les députés LR qui voteraient cette motion de censure qu'en cas de dissolution, ils n'auraient pas de candidat RN face à eux dans la circonscription. Ça pèse dans la balance. Vous écrivez ce matin dans l'éditorial du Parisien, David Doucan, le gouvernement sur le qui-vive. Donc on a beau dire, on est très loin, certains estiment, au sein de la majorité, qu'il n'y a pas péril en la demeure. Quand même. C'est pas la grande sérénité qui règne. Mais
voyez les calculs faits à la fois par le service politique d'LCI, le service politique du Parisien, nous avons tous réalisé ces mêmes calculs. Moi, je n'exclus rien par principe, quelques heures avant la réalisation d'un événement politique, ne serait-ce que pour nous protéger les uns les autres. Mais, bien sûr, la probabilité la plus forte est que la motion de censure ne soit pas adoptée. Toutefois, contrairement aux précédentes motions de censure que nous avons pu observer depuis le début de ce second mandat, elle pourrait ne pas être adoptée, mais de manière très juste. Il faut 287 députés. C'est pas la même histoire si vous avez 260 votes pour et si vous en avez 279. Ce n'est pas le même enseignement politique. Ce n'est pas le même enseignement politique, non pas pour la réforme des retraites, car une victoire, ou plutôt un rejet de cette motion de censure très juste, suffira à Emmanuel Macron pour dire bon, cette réforme, elle est difficile, mais elle est derrière nous. Mais en revanche, ça devient un coup d'envoi du reste de sa vie politique ou de son quinquennat qui est très différent en fonction du résultat en fin d'après-midi aujourd'hui. Donc c'est en cela que le gouvernement est sur le qui-vive. Et oui, si vous avez tout de même un nombre considérable de députés LR qui, même s'il est insuffisant, disent on vote pour la motion de censure, voilà, ça dit beaucoup de choses. Et par ailleurs, c'est la recomposition politique qui continue. Et ça va être très intéressant de voir comment le gouvernement sort de cette épreuve, déjà ce soir. Et ensuite, évidemment, tout à l'heure, on évoquera Emmanuel Macron. Puisque comment peut-il poursuivre son quinquennat? Il faut nous parler. Voilà. On attend parler. Première chose. Ouais. Alors, on va poser la question à Jean-Louis Bourlanges, qui est avec nous, député MoDem des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous, Jean-Louis Bourlanges. Je voudrais d'abord vous montrer une image qui prouve à quel point la France n'est pas sereine ce matin. C'est une image de blocage à Rennes. Regardez, plusieurs manifestations pour s'opposer bien sûr à la réforme des retraites avec des blocages sur la rocade et aux abords de Rennes qui créent, comme vous pouvez l'imaginer, d'énormes embouteillages. D'ailleurs, le préfet d'Ille-et-Vilaine rappelle que si les automobilistes peuvent différer leur déplacement, qu'ils le fassent. Parce que c'est très compliqué ce matin à Rennes. C'est un des points les plus, on va dire, paralysés du pays ce matin. Jean-Louis Bourlanges, bonjour à vous d'abord. Merci d'être avec nous. Vous êtes un député de longue date. Vous avez déjà connu des crises à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes inquiet? C'est mon deuxième mandat. C'est votre deuxième mandat, mais vous connaissez Voilà, vous connaissez la vie politique quand même. Vous avez de l'expérience. C'est ça qui est intéressant, Jean-Louis Bourlanges. Ce qui se passe aujourd'hui, a de quoi vous inquiéter ou pas? Évidemment. C'est extrêmement inquiétant. Nous sommes en face d'une réforme dont nous considérons et dont je considère plus que jamais qu'elle est absolument nécessaire compte tenu de la situation financière du régime des retraites, la situation financière du budget, la situation de la balance commerciale de la France. Nous sommes en face d'une réforme nécessaire qui est rejetée par près de 80% des Français. Donc là, c'est au sens strict du terme une situation de crise. C'est pourquoi nous n'étions pas, dans notre grande majorité, au sein du MoDem, favorables à l'utilisation du 49.3, ce qui ne veut pas dire que nous considérons qu'il est illégitime. Mais nous estimions qu'il fallait qu'il y ait un vote de l'Assemblée, car face à une opinion qui est très profondément sceptique, il était nécessaire que s'affirme une position forte de l'Assemblée. Nous-mêmes, d'ailleurs, contrairement à la réputation qu'ont les centristes, sommes 51 au groupe MoDem et nous étions 51 à être prêts à voter la réforme, tout en sachant qu'elle nous exposait à une assez grande impopularité dans nos circonscriptions, mais que l'intérêt général l'exigeait. Là, nous sommes effectivement dans une situation très difficile, et je n'exclus pas le développement de violences qui sont illégitimes, mais avec lesquelles on doit compter quand on gouverne le pays. Vous êtes inquiet pour votre permanence, par exemple? Parce qu'il y a eu des violences contre les permanences. Je fais mes permanences dans les mairies et donc je n'ai pas de permanence au sens strict du terme. Et donc ce n'est pas un problème pour moi. Mais en plus, je n'ai pas une circonscription qui est particulièrement, virulente, même si la gauche y est fortement représentée. Mais je suis
j'ai été très frappé des violences qui ont frappé un certain nombre de permanences, dont celle d'Éric Ciotti. Et d'une façon générale, ce que je reçois, c'est un ensemble de messages me disant on sait, on t'a à l'œil, on sait comment, si tu te représentes, on sait comment on te traitera, tu es notre mandataire. Les gens oublient absolument ce qu'est le pacte républicain, la condamnation du mandat impératif par l'article 27 de la Constitution, qui fait qu'un parlementaire doit voter en son âme et conscience et refuser toutes les pressions d'où qu'elles viennent. C'est parfois difficile, mais c'est nécessaire si on veut que l'intérêt général s'exprime. On t'a à l'œil, dites-vous? C'est un message qu'on vous fait passer sous quelle forme? Oui, des messages. Alors, c'est des messages signés. Alors, on ne sait pas très bien parce que les fake news c'est des messages signés avec des noms improbables, Martin Dubois, etc., qui me disent nous sommes vos électeurs, mais ils sont inidentifiables. Et on a aussi l'impression parfois que ce sont des officines qui multiplient ces moyens d'intimidation. Mais ça, les parlementaires sont quand même très résolus, d'où qu'ils soient. Je crois, à résister à ces manœuvres d'intimidation qui sont, par leur existence même, inquiétantes pour la démocratie. On oublie le pacte républicain, dites-vous. Elsa Fresnay a une question pour vous, Jean-Louis Bourlanges. D'abord, à quelles officines vous pensez, Monsieur Bourlanges? Écoutez, moi, rien. Quand je reçois des milliers sur différents sujets, hein, là c'est les retraites, mais on a eu ça sur d'autres choses, quand je reçois des milliers de messages écrits de façon identique, également menaçants, je ne peux pas croire que ce soit des milliers de volontés individuelles qui soient à l'origine de ça. J'y vois forcément un certain indice d'organisation. Mais vous savez, moi je suis pas policier dans l'âme, hein. J'aime beaucoup de respect pour la police, je reçois ces messages, je me contente de les mépriser et je ne m'inquiète pas de savoir d'où ils viennent. Je pense que s'il y a des menaces de mort, comme j'en ai reçu, comme la plupart de mes collègues, je les signale à la police, point final. D'accord. Même si la motion de censure est rejetée, pensez-vous qu'Emmanuel Macron peut encore relancer son quinquennat et à quelles conditions, compte tenu de l'humeur du pays? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très inquiet par les conséquences du vote de ce. Je crois que très vraisemblablement la motion de censure sera rejetée à une majorité relativement étroite, mais sera rejetée. Mais enfin, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais je crois que les problèmes ne seront pas résolus. Vous savez, nous sommes dans une situation institutionnelle très difficile. La base de la Ve République depuis 1958 et depuis 1962, ça a été confirmé en 62, c'est qu'on ne fonctionne qu'avec une majorité. Là, nous sommes sans majorité. Et nous voyons bien que sans majorité, l'Assemblée nationale a des difficultés à exprimer l'intérêt général. Et donc, je crois que nous ne pouvons relancer le quinquennat, comme vous le dites, relancer l'action réformatrice du gouvernement qu'à la condition de fonder un pacte majoritaire. Donc mon idée, je ne dis pas que ce soit celle de tout le monde et celle du président, je n'en sais rien. J'étais en Inde la semaine dernière avec une délégation de ma commission, donc j'étais vraiment absent du théâtre d'opération, mais ma conviction, c'est qu'il faut constituer un véritable pacte majoritaire avec ceux des hommes et des femmes qui font partie de l'arc-en-ciel de l'humanisme républicain, et d'abord, effectivement, mais pas forcément exclusivement, les députés de LR, et qu'il faut avoir une majorité, sinon nous n'aurons pas la force de faire les réformes qui s'imposent, alors que les défis qui nous assaillent sont considérables. Donc il faut là prendre une initiative politique dans les semaines qui viennent, quel que soit le résultat de la motion de censure, si nous voulons repartir de l'avant. Donc voilà, proposer un pacte républicain à l'ensemble des partis qui voudraient bien travailler sur son programme avec Emmanuel Macron, LR bien sûr. Un pacte à l'allemande négocié au sein du Parlement, pas simplement imposé. Et si effectivement nos partenaires se dérobent, là on n'échappera pas à la dissolution. Et bonjour à ceux qui auront refusé la coopération. Merci beaucoup Jean-Yves Bourlanges. C'était une erreur, le 49.3 en un mot.
Non, c'est une erreur. Je ne pense pas que ça se mesure en termes d'erreur. Je pense que globalement, cette réforme n'a pas été présentée dans les termes politiques adéquats, alors qu'elle était nécessaire. Jean-Louis Boulange, merci infiniment d'avoir été avec nous. Bien sûr, l'avenir d'Emmanuel Macron, comment peut-il se relancer lui-même? C'est une des interrogations majeures de cette journée et des jours qui viennent. Je voudrais tout de suite qu'on aille à Rennes. Je vous disais que c'était un point de tension extrême ce matin. Pauline Dumortier, vous êtes sur place pour LCI. Est-ce que le périphérique, la rocade, est maintenant libérée ou pas ? Alors ça commence tout doucement à se libérer. En fait, ce matin, vers 7h, une centaine de personnes, essentiellement des étudiants, se sont réunis sur cet axe stratégique pour l'entrée dans la ville de Rennes. Ils ont bloqué les accès avec des poubelles. Donc très très vite, il y a eu des embouteillages, des voitures qui ont fait du roue à roue, des centaines de voitures à l'arrêt. On a assisté à des scènes assez tendues, des travailleurs notamment qui voulaient absolument rejoindre leur lieu de travail. Il y avait notamment cette infirmière qui nous disait qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital s'occuper de ces patients. Et puis on a aussi vu des gens sortir de leur voiture ou bien se garer sur des parkings et terminer le chemin à pied pour se rendre sur leur lieu de travail. Toute la matinée, il y a eu des actions similaires à différents points autour de Rennes. C'était une opération ville morte. L'objectif, c'était de bloquer vraiment l'accès à la ville. Alors là, les CRS, les forces de l'ordre sont arrivées il y a quelques minutes. La circulation reprend, mais c'est encore très compliqué, on le voit à l'image. Merci beaucoup Pauline Dumortier en direct pour LCI de Rennes où il y a eu tout à l'heure un blocage très sérieux de la rocade par des manifestants anti-réforme des retraites. Dans un instant, nous serons en ligne avec François Omril, le patron du syndicat CFE-CGC. Beaucoup de questions à lui poser sur évidemment la suite du mouvement syndical. Est-ce qu'ils vont maîtriser la situation? Est-ce qu'ils vont faire le plein encore plus jeudi dans la journée? Et que dit-il à Emmanuel Macron qui, hier, a adressé un message en disant « Nous irons jusqu'au bout de l'examen du texte au Parlement ». Sous-entendu, la réforme sera bel et bien appliquée. À tout de suite.